Bonjour, merci d'être avec nous pour le magazine de la santé et Allo Docteur de ce jeudi de l'Ascension. Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Et justement, on va vous proposer aujourd'hui une émission spéciale consacrée au pouvoir de l'esprit. Oui, dans le dossier, on va notamment essayer de comprendre un peu comment fonctionne notre volonté, notre motivation. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On verra ça notamment avec un sportif. De sa faiblesse est née sa force, une détermination qui ne vacille pas, même quand le corps menace de flancher. Dans l'entraînement, il y a des jours, de toute façon, tous les jours, on a mal quelque part, on est fatigué, on s'entraîne sur la fatigue et on pense à l'objectif et puis on va chercher les ressources mentales au plus profond de soi-même. Dans les chroniques toujours du cerveau avec Laurent Cohen qui est neurologue, il va être question d'un cheval magicien. Vous écoutez cette histoire étonnante. Et puis l'effet placebo ou nocebo ou l'influence du cerveau sur l'efficacité des médicaments, ce sera avec Patrick Lemoine qui est psychiatre. On commence donc avec le dossier. Et on va vous emmener aujourd'hui dans les coulisses de l'esprit, là où la pensée naît, où le désir, la volonté prennent vie. Comment notre cerveau fait-il pour impulser toutes ces idées et les projets que nous entreprenons? Peut-on travailler sur notre cerveau, notre esprit, un peu comme on le ferait avec un muscle afin de le renforcer? Peut-on reprogrammer ce qu'on a dans la tête, comme le contenu d'un disque dur, afin d'appréhender certains événements de la vie autrement, ou même guérir de certains problèmes psychologiques? Alors, de manière concrète, notre cerveau est fait de matière grise, de chimie et d'ondes électriques, et c'est là que continuellement se crée une alchimie qui nous permet d'avancer. Pour parler de tout cela, on va accueillir le professeur Roland Jouvent qui dirige le service de psychiatrie adulte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre. Tout à l'heure, il s'agissait d'un cheval magicien. Là, c'est le cerveau qui est magicien, de la réalité au plaisir psychique, qui est paru chez Odile Jacob. On va en parler avec vous dans quelques instants, mais d'abord, on va regarder un premier reportage qui illustre bien la capacité qu'ont certains à se dépasser. Pour réaliser un objectif, on a coutume de penser qu'il faut de la volonté, et c'est encore plus vrai pour les sportifs de haut niveau. On a pris l'exemple du marathon. Vous connaissez 42 km de course à pied. Eh bien, on peut faire 3 fois plus fort que le marathon, c'est le triathlon. C'est 3 km 800 de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Pour le commun de mortels, ça serait déjà un exploit. Mais pour l'athlète que nous avons suivi, Christophe Lamas, ça ne suffit pas. Il fait ainsi partie des rares hommes qui, sur la planète, se sont lancés dans l'expérience du décatriathlon. Un des sports les plus extrêmes qui soit, puisqu'il représente un triathlon puissance 10. Une prouesse, une folie pour tenir une dizaine de jours de compétition acharnée. Il ne faut pas seulement des muscles, évidemment, mais une volonté de faire. Voyez ce reportage de Laetitia Fouque, Maxime Soulard, Isabelle Gastebois. 6 h du matin, beaucoup peinent à s'arracher de l'oreiller. Christophe Lamas, lui, est déjà basket aux pieds. Chaque jour, cet athlète de haut niveau court en moyenne 16 km. 90 minutes de foulée qu'il achève à peine essoufflé. Là, c'est que le premier entraînement de la journée, donc si on est fatigué, c'est mal barré pour le reste de la journée en fait. Le temps d'avaler une tartine, d'accompagner ses 5 enfants à l'école, il reprend son élan et troque ses baskets contre le maillot. Sa vie n'est pas un marathon, mais un ultra-triathlon. Le triathlon classique, c'est le légendaire triathlon d'Hawaï, c'est 3 km 800 en natation, 180 en vélo et un marathon. Et moi, maintenant, j'en suis au décatriathlon, c'est-à-dire 38 km de natation, 1800 en vélo et 10 marathons, c'est-à-dire 422 km en course à pied. Un sport extrême auquel il consacre toute sa vie, toute son énergie depuis plus de 20 ans. En 2006, au championnat du monde de décatriathlon, il se hisse sur la 3e marche du podium. 9 jours, 37 minutes et 52 secondes d'endurance et d'efforts physiques intenses. Ce qui me plaît, c'est que y a peu d'hommes qui ont marché sur la Lune et il y a 45 personnes qui ont terminé un décatriathlon. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir, être quelque part à l'échelle de l'humanité, à ma petite échelle un peu hors du commun, c'est vrai que ça me plaît. Pour lui, une sacrée revanche. Petit, il souffrait de rachitisme. Adolescent, faisait de l'hypertension. Pour sauver son cœur, il a armé son corps. De sa faiblesse est née sa force, une détermination qui ne vacille pas, même quand le corps menace de flancher. Dans l'entraînement, il y a des jours, de toute façon, tous les jours, on a mal quelque part, on est fatigué, on s'entraîne sur la fatigue et on pense à l'objectif et puis on va chercher les ressources mentales au plus profond de soi-même. Repousser ses limites, une doctrine pour ce jusque-boutiste. Aujourd'hui, il est suivi de près par une équipe de médecins à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Grâce au sport, il n'a pas décroché que des médailles. Il a aussi gagné son combat contre la maladie. Dès l'âge de 16 ans, j'avais 18 de tension.
Voilà. Et j'ai fait tous les tests possibles et imaginables, on a tout recherché. Et donc j'avais aussi un souffle au cœur. Donc les médecins ne voulaient pas que je fasse du sport. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force de faire des longues distances, j'ai grossi mon cœur et j'ai retrouvé une tension artérielle normale. Mais je reviens de très loin et c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'étais prédestiné à faire ça. C'est plus avec la volonté que je suis arrivé à faire ces distances. À 43 ans, Christophe en a encore sous la pédale. Il n'est pas prêt de raccrocher. Il court toujours après la performance. Ce que j'aimerais, c'est d'essayer de battre le record du monde. Donc si j'arrêtais maintenant, je pense que j'aurais des regrets. Le premier triathlon à Hawaï en 2004, j'avais mis 11 jours. Le deuxième, j'avais mis 9 jours. Donc l'idéal, ça serait moins de 8 jours. Prochain championnat du monde de décatriathlon au Mexique en 2015. Ce sera sans doute son dernier. Très impressionnant. Professeur Jouvin, vous n'êtes pas décatriathlète, enfin je ne sais pas. Hélas. Mais vous êtes psychiatre, ça c'est sûr. Quand on voit ce sportif, effectivement il consacre sa vie à cela, on n'est pas loin de l'addiction là. Je ne sais pas si on peut parler d'addiction dans ce cas. Je trouve que ce qui illustre bien la pensée magique de tous les enfants chez ce monsieur, c'est que voilà quelqu'un qui tout petit était rachitique, malade, chétif, qui avait une hypertension pour un enfant et qui devient un super athlète. Donc, il me semble que c'est un bon exemple des situations où la pensée magique de tous les enfants qui fait que le petit bout de chou de 4 ans peut dire à son père « je suis plus fort que toi », devient peu à peu quelque chose qui est un défi pour la réalité. Et peu à peu, ce monsieur a réussi à faire dans la réalité ce qu'il rêvait d'être, c'est-à-dire pas rachitique, pas malade. Et on peut penser qu'encore aujourd'hui, il continue de vérifier qu'il est vraiment capable d'être dans les 50 meilleurs mondiaux, lui qu'on vouait à la maladie et à la faiblesse. Chez un homme comme ça, qu'est-ce qui l'emporte finalement? C'est qu'il a un cerveau, j'allais dire, qui plus de volonté que les autres, et que c'est plus de connexion autour de ces questions de la motivation, de la volonté qu'on peut avoir, nous, comme un des mortels? Non, je pense que nous sommes tous connectés pour imaginer des choses, avoir des fictions pour nous consoler de la réalité qui n'est pas toujours merveilleuse, et que ça fait partie des rêveries de l'enfance que peu à peu nous développons chez les adultes. C'est les pouvoirs de l'imaginaire, c'est ça, la magie de la pensée. Mais il y a des fois où ça vient au service d'une correction ou d'un traitement. C'est-à-dire que là, la pensée a guéri ce monsieur de son rachitisme, de son hypertension. Ses rêveries sont devenues une réalité et continuent d'agir en lui. Alors on peut penser qu'il a peut-être encore des petites traces de l'anxiété qu'il a eue, lui, qu'on disait toujours malade et chétif. Le rachitique est devenu un super athlète. Ça, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard, mais est-ce que tout un chacun peut devenir comme ça un sportif de l'extrême, ou quand même à la base, certains ont un cerveau qui est fait pour ça? Je pense que dans l'exemple qui est montré, on n'a pas une impression de prévalence d'un côté addictif. Il est latent, évidemment, qu'un sport aussi intensivement mené, aussi quotidien, crée des états particuliers, se gonfle et sécrète des endorphines et donne un état qui est un état addictif, auto-provoqué, auto-entretenu. Mais je pense que sa motivation, elle est plus générale, elle est plus un défi général pour sa vie. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ça montre toute l'importance de croire en ses rêves? Est-ce que plus on croit en son rêve, plus on a de chances de le voir aboutir? Mais je crois que c'est ce qui nous caractérise, nous les humains, c'est de pouvoir jouer sur un gradient entre la réalité et l'imaginaire et de faire que des fois une partie de la rêverie devienne réelle, voire une grande partie. C'est notre pouvoir à nous les humains. Et alors, est-ce que un sportif pareil, en pratiquant du sport intensément, là c'est l'inverse, est-ce qu'il modifie son cerveau d'une façon ou d'une autre? Dans votre livre, vous dites que, on a mené des études sur les gens qui font du fitness. Et on s'aperçoit que
contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on fait du fitness, plus on développe certaines connexions neuronales. C'est vrai pour tous les sports ? On le sait maintenant. Montaigne disait « mes pensées dorment si je les assis ». Le fait d'avoir une activité physique entretient la bonne santé des connexions dendritiques neuronales, fait sécréter des facteurs trophiques, et c'est pour ça que c'est si important, en particulier dans le vieillissement, mais la bonne santé psychique dépend de l'activité physique aussi. Mais quel genre de capacité neuronale on développe en faisant du sport ? Est-ce que ça permet d'entretenir aussi bien sa mémoire que sa réactivité, que on fait sa pensée ? sécréter des facteurs trophiques, donc du terreau de connexion entre les neurones. Donc ça concerne tout, la mémoire, l'attention, l'audition. C'est une base générale pour le développement en fait.